Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Live. Aujourd'hui, moi et Simon, on est fiers d'accueillir les fondatrices de Agence Nano. Aujourd'hui, les filles, vous avez une capsule bien spéciale qui parle d'infolettres. Je pense que c'est bien ça? Exactement. On va vous parler de l'importance, en fait, de faire des infolettes. Premièrement, à quoi ça sert des infolettes? On peut penser que c'est un peu désuet aujourd'hui, que c'est plus vraiment d'actualité, mais non, au contraire, c'est encore très, 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 très pertinent d'en faire. Donc, premièrement, que ça sert? Ça sert à vendre, en fait. Ça va créer une connexion avec le client plus personnelle. Tu sais, tu peux dire bonjour Noémie, bonjour Simon, bonjour Hubert, ou tu as acheté ce produit-là la dernière fois, tu devrais être intéressé par ce produit-là, etc. Donc, ça peut créer une proximité avec ton client. Donc, le client va se sentir super important. Ça peut aussi définir ta relation avec ton audience. Donc, justement, créer des liens avec eux, créer comment qu'on va leur parler, etc., parler de tes valeurs, ton approche, etc. Puis, on peut parler des nouveautés. Donc, c'est vraiment un canal de communication intéressant pour partager des nouvelles choses. Puis, les gens, c'est pas intrusif non plus comme canal versus les médias sociaux. Tu sais, les gens sont peut-être pas nécessairement prêts à entendre parler de ta nouveauté parce que, je sais pas, ils sont dans le métro, peu importe, attendent l'autobus, etc. Versus quand ils prennent le temps de lire l'infolette, c'est qu'ils sont vraiment concentrés à lire le message que tu veux leur partager. Donc, c'est super intéressant puis c'est un super canal de communication à avoir. Ensuite, on va vous expliquer si elle est pertinente. Donc, roulement de tambour. Oui, l'infolette est toujours pertinente, en fait. Donc, c'est sûr, c'est certain que le contenu qui va être publié dans l'infolette doit être pertinent à l'audience. Donc, si c'est le cas, alors oui, l'infolette est pertinente et c'est une très bonne stratégie marketing encore aujourd'hui. Donc, à annexer avec d'autres stratégies, évidemment. Donc, il faut aussi donner une raison, en fait, aux gens de s'abonner à votre infolette. Donc, si c'est parce que vous donnez des trucs et astuces, ben allons-y avec cette raison-là. Mais de s'assurer, dans le fond, de toujours rester pertinent dans le contenu que vous publiez. Oui, l'infolette est une bonne stratégie. Je pense qu'il y a certaines statistiques pour savoir si je pense que c'est pas 100% des gens qui ouvrent. Nous, on a une infolettre d'ailleurs. Allez vous abonner. Et 16 000 membres. Ouais, c'est ça. Quand même, c'est très bon. Ça va bien, mais tu sais, c'est beaucoup de recherche quand même. Tu sais, le temps que tu mets pour une infolettre, c'est énorme. C'est des heures et des heures là, de recherche. Juste après, tu sais, mettons, quand on se recorrige, tu sais, mettons le samedi avant de l'envoyer, donc on l'envoie le dimanche, on se recorrige, je relis, là, je change des mots. Tu sais, c'est quand même du temps. Est-ce que ça en vaut la peine finalement? Oui, vraiment beaucoup. Honnêtement, les statistiques, c'est sûr que c'est plus facile à calculer quand tu vends un produit, tu sais, combien d'argent que tu as fait, etc. Mais honnêtement, les personnes qui ont des e-commerce puis que nous, on fait des infolettes pour eux, c'est fou l'argent qu'ils font avec une infolette. Tu sais, l'avantage aussi des infolettes, c'est que tu peux créer beaucoup de séquences de courriel automatisées. Donc ça, c'est une mine d'or, tu sais, dans le sens que c'est quelque chose que tu vas créer une seule fois. Puis après ça, c'est automatique. Fait que ça va s'envoyer automatiquement au client. S'il a acheté, s'il n'a pas acheté, etc. On peut vraiment en faire plusieurs types de séquences. Donc, tu sais, c'est vraiment non négligeable. Là, honnêtement, c'est de l'argent laissé sur la table. Oui, non, si on le fait pas. Oui, exactement. Donc, tu sais, chaque entreprise a sa raison d'être de faire une infolette. T'sais, nous, par exemple, on est une entreprise de service. Vous autres aussi. On en a des infolettes. Pourquoi? Parce qu'on veut annoncer quelque chose à nos clients, on veut leur partager des trucs et astuces, on veut leur partager... on veut rester dans la tête, des clients, parce que justement, un peu comme vous, si le client ne convertit pas tout de suite à acheter votre formation, ça se peut que dans la 3, 4, 5, 6e infolette qu'il reçoit, là, il va convertir. Donc, c'est de rester dans la tête de nos clients potentiels. Exact. Parfait. Donc, c'est nice. J'avais une question, puis je vais faire ma Christina que j'ai oubliée. Mais c'est quoi la fréquence, admettons, des infolettres qu'on devrait envoyer? Est-ce que c'est une par mois, une par semaine? Ça dépend vraiment de c'est quoi que tu as à dire. En fait, je pense que si tu n'as rien à dire, honnêtement, t'es mieux de pas d'en envoyer. C'était une question de pertinence, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. Si tu vends des produits, là, peut-être que tu peux en faire un petit peu plus parce que tu peux parler d'un produit différent à chaque semaine, par exemple, ou peu importe, versus si c'est une entreprise de service, puis comme là, il ne se passe rien vraiment comme spécial que tu as envie de partager, là, tu es mieux de dire, je vais sauter cette semaine-ci parce que ça sert à rien, j'ai rien à dire. Donc, tant que tu as quelque chose à dire, ça peut être intéressant à partager. Si tu n'as rien à dire,
Partage rien. Puis j'ai retrouvé ma question. Donc là, je fais plus ma Noémie, c'est-à-dire de me souvenir. Mais est-ce que ça, mettons, bon, c'est pertinent, on le sait, j'ai aucun talent d'écriture, c'est pas vrai. Mais mettons, fictivement, est-ce que vous pouvez écrire les infolettes pour les entreprises avec l'agence Nano? Oui, ben oui, nous, on en fait beaucoup pour des clients. Puis ce qui est super le fun, c'est que justement, tu sais, des clients que, par exemple, on va s'occuper de leurs médias sociaux. Ben, tu sais, nous, après, on sait qu'est-ce qui va se passer sur les médias sociaux. Donc, tu sais, de créer une synergie aussi au travers de tout ça, que, tu sais, le client qui nous voit soit sur le site web, les médias sociaux, publicité, infolette, tout de suite, en un clin d'œil, il sait, ah, ben oui, ça, c'est tel client. Je le reconnais. Parce qu'on suit leur branding. C'est ça. Évidemment. Exact. Bien important. Qu'on a parlé dans l'épisode. Exact. Super important. Puis j'ai une autre question encore, désolé. Ben, vas-y. Mais est-ce que vous allez nous parler des séquences de courriel ou vous allez juste nous laisser sur notre fin? Ou est-ce que vous allez faire un jour une capsule sur la séquence de courriel? Ben, on peut vous en parler, là, en fait, en ce moment. Et en fait, il y a. Tu veux y aller? Il y a plus. OK, vas-y. Bon, ben, il y a plusieurs séquences de courriel qui peuvent être faites. On a quelques idées ici. Donc, ce qu'on appelle la Welcome Series. Donc, souhaiter la bienvenue à vos nouveaux abonnés, par exemple. On peut envoyer peut-être entre 1 à 3 courriels. Comme Noémie expliquait, donc, on les programme de façon automatique. Donc, une fois que la personne s'abonne à votre infolette, elle le reçoit. Vous programmez, par exemple, 2 heures après, 2 jours après, elle reçoit les courriels qui sont planifiés. Chacun avec un objectif différent. Peut-être vous cachez un code promo dans un courriel. Si la personne n'a pas ouvert le courriel précédent, ben, elle n'a pas accès au code promo du courriel suivant, par exemple. Il y a aussi la séquence remerciement après achat, donc surtout pour un e-commerce, donc de remercier les gens une fois qu'ils ont fait un achat, leur demander peut-être de laisser des commentaires sur les produits qu'ils ont reçus, de lui proposer des produits connexes avec ce que la personne a acheté, ça peut toujours bien fonctionner. Sinon, il y a la séquence réachat. Donc, par exemple, pour des produits de beauté, si par exemple, on estime qu'un gel douche va durer 2 mois, ben après 2 mois, lui envoyer un courriel ton gel douche doit être vide. Voici un code. Clique ici pour le racheter ou exactement. peu importe. Exactement. Donc, séquence de réachat. Donc, encourager le réachat. Panier abandonné. Donc, un classique. Donc, vous mettez des produits dans votre panier, vous quittez le site web, vous recevez un courriel quelques heures après qui vous donne peut-être un produit de plus gratuitement, la livraison gratuite, par exemple. Donc, encourager encore une fois l'achat de plus de produits le plus souvent. Plus. C'est toujours plus. Acheter. Ouais. C'est souvent ça qui va convaincre justement les gens. Une séquence aussi qui est populaire, c'est clients VIP. Donc, d'aller chercher donc dans votre boutique en ligne, par exemple, les clients qui ont dépensé le plus, puis leur offrir une séquence d'infolettes seulement à eux, par exemple. Puis, comme nous m'expliquait, donc une fois que c'est en place, ben ça se génère automatiquement de l'argent. Là, c'est ça qui est super puissant avec les séquences. Oui. Puis, on l'a vu, en fait, pour des clients, justement, qui n'avaient pas en place des séquences de courriel, combien d'argent qu'ils perdent, puis c'est quand même astronomique. Là. Honnêtement, c'est un très bon investissement de temps. Côté coût-bénéfice, c'est vraiment à ne pas négliger. Là. C'est fou l'argent qu'on à faire peut, une seule fois, surtout, là, versus exact. les réseaux sociaux qui... C'est ça, exactement, oui. Mettre en place une fois. On a des statistiques aussi pour vous. Ouais. Donc, quoi regarder après l'envoi? Donc, le taux d'ouverture se situe entre 15 et 30 %. Donc, 30 % c'est excellent. Vous, est-ce que vous savez c'est quoi votre taux d'ouverture? Entre 30 et 50. Ouais, wow! c'est C'est super bon. Puis de ce qu'on m'a dit, c'est que avec Apple ou je sais pas trop quoi, on peut pas tracker. Il y a certaines qui traquent pas l'ouverture. Je sais pas si ça se peut. Ouais. Donc, en fait, on serait un petit peu plus haut. Exact. Donc là, j'étais comme, OK, là... C'est très bon. Ça veut dire que Ça vous fonctionne. y allez direct dans le mille, que vous ciblez vraiment votre clientèle, vous leur parlez de choses qui les intéressent, puis tout. C'est très, Ouais, puis ils les très- attendent, ça veut dire. Ouais. Tu sais, d'une semaine à l'autre, là, ils attendent de recevoir l'infolette. Là. Parce que Absolument. 30%, ce serait censé être bon. Mhm. On était à 50 ouais. en C'est moyenne. que c'est 50, c'est excellent. C'est très Des fois qu'on était un peu... Quand j'étais en retard, quand je l'écrivais, des fois, je recevais un message. Ouais, Hey, c'est l'infolette n'est pas encore... Ah ouais? Voilà. J'en serai pas long, je corrige Voilà. les fautes. C'est ça. Fait que c'est ça, le monde. L'attente, L'attendre ouais. vraiment. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Là. Vous avez bâti quelque chose de vraiment exceptionnel. là. Mhm. Vraiment très cool. Un taux de clic entre 2 et 5 %, ça serait la moyenne. Donc, habituellement, on va viser évidemment le 5 %. Vous, est-ce que vous êtes un peu plus haut que ça? Je ne le sais pas. On est entre 5 et 7. Okay. Excellent bon, aussi. très bon. Ben, c'est sûr que si vous n'avez pas de bouton, on va pas vraiment calculer le taux de clic, mais avec des boutons, ça aide à Il va prendre des l'augmenter. notes. On va aller voir. Oui. Ouais. C'est sûr, je vais aller voir ça. Puis sinon, pour le taux de désabonnement, donc on vise à moins de 2 % par infolette, évidemment. On est à 80, quelque chose comme ça. 80 ça va. T'envoies 2 emails, t'as plus de liste. C'est ça, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Puis vous le voyez avec votre audience, là, justement, en regardant ces statistiques-là, si elle est intéressée à vous suivre, si elle est intéressée à ouvrir vos infolettes. Donc,
pour n'importe qui écoute, dans le fond, de juste suivre les statistiques, ben, ça va aider à avoir, c'est ça, une idée. Cool, tu vois, comme là, on avait envoyé, mettons, un podcast avec Maxime Talbot en primeur, on a 49% open. On avait envoyé une liste de FNB, 56%. Un autre podcast à 52%. Sinon, c'est toujours au-dessus de 30%. 39, 37. Excellent. 39, 49, 40, 37. Donc, c'est quand même bien, je suis content. Ouais. Puis après, on pourrait regarder les stats plus en détail. Le taux de clic, on ne le voit pas nous ici, mais on pourrait. Qu'est-ce que vous utilisez comme plateforme? On a Substack. Mais on va changer pour Beehive, là, OK. qui est comme un compétiteur là, plus. Mais ouais. On avait 3 plateformes justement qu'on voulait partager peut-être pour les gens si jamais les infolettes, on a réussi à les convaincre d'en faire. Oui. Ouais, oui, c'est oui, là, pour vrai, c'est quand même. Nous, c'est un peu comme ça qu'on a c'est dans le fond qu'on est né, là, c'est à travers une infolette. Là, puis après ça, ce qui est le fun, la beauté de la chose d'une infolette, c'est que c'est un feedback direct des gens. Fait que souvent, après ça, pour créer nos premiers produits, ce qu'on a fait, c'est vraiment demander aux gens dans l'infolette, « Hey, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? » Puis là, de fil en aiguille, le bootcamp est né, les outils d'épargne, etc., etc. Fait que c'est un super beau moyen de communication, là, encore de nos jours, en 2023. Vraiment. Il y a encore des gens qui lisent des courriels. Oui. On a le logiciel, en fait, Klaviyo. On en a parlé un petit peu ensemble. Donc, ça, justement, c'est excessivement puissant pour le e-commerce. Donc, c'est avec cette plateforme-là qu'on peut faire énormément de séquences de courriels automatisées. Très, 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 très user-friendly, là, honnêtement, même si c'est la première fois que tu en fais ou que tu n'as pas vraiment de connaissances là-dedans, tu vas être capable de t'adapter à la plateforme. Très custom. Puis, on peut vraiment aller cibler qu'est-ce que notre client fait. Donc ça, encore là, c'est super pertinent quand tu as un e-commerce d'aller voir ton client, qu'est-ce qu'il aime dans ton entreprise, où est-ce qu'il se situe, et combien de temps qu'il va sur ton site web, combien de temps qu'il passe aussi sur ton site web. T'sais, si justement, après 30 secondes, il se désengage, ben c'est peut-être parce que qu'est-ce que tu offres, il n'est pas intéressé. Donc, c'est vraiment des datas super, super intéressantes. Faire des segments d'audience aussi. Oui, exact. Ça peut être très pratique. Donc, des segments clients qui ont visité le site qui n'ont pas acheté, clients corpo, clients B2B. Dans le fond, c'est tout dépendamment de l'entreprise, mais d'avoir des audiences différentes. On va leur parler différemment à ces audiences-là. On va leur promouvoir, on va leur présenter les produits de façon différente là, à chacune des audiences. Oui. Puis ça, c'est une des forces aussi des infolettes, c'est que tu peux beaucoup segmenter ton audience. On l'a pas mentionné tantôt, mais justement, tu sais, si la personne qui a déjà acheté, celle-là qui a jamais acheté, celle-là qui a acheté 10 fois, celle-là que c'était une entreprise de service, celle-là qui, mettons, qui te suit, mais qui a jamais fait affaire avec tes services, etc. Fait qu'on peut envoyer plusieurs types d'infolettes parce que c'est plusieurs types de clientèle ou de clients au final qui n'ont pas tous nécessairement les mêmes besoins. Donc, ça, c'est très puissant aussi comme outil. Génial. Oui. Sinon, le deuxième logiciel, c'est ConvertKit. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, très puissant aussi. Super le fun. Surtout pour les entreprises de services, je dirais. Nous, personnellement, c'est lui qu'on utilise. Qu'on utilise. On l'aime bien. On peut beaucoup segmenter l'audience, en fait, beaucoup plus que sur Klaviyo. Donc, on peut mettre ce qu'on appelle des tags sur un client. Donc, par exemple... Désolé. Donc, par exemple, justement, tu sais, il a pris un appel découverte avec nous ou il n'a pas encore réservé d'appel, mais par exemple, il suit notre infolette, etc. Donc, là, encore là, on peut aller leur parler différemment. Donc, c'est très, très user-friendly, honnêtement. Super, super intéressante comme plateforme. Parfait. Comment ça s'appelle? ConvertKit. Oui. Puis la dernière, la plus classique, je dirais, c'est MailChimp. Je dirais que c'est une bonne entrée de gamme, en fait. Donc, tu sais, ceux-là qui commencent peut-être avec MailChimp, avec les infolettes, je veux dire, c'est la plus populaire, là, tout le monde connaît ça. Par contre, on est très limité dans les automatisations qu'on peut faire versus Klaviyo ou ConvertKit. Mais tu sais, c'est une très bonne entrée de gamme, en fait. Puis quand ça commence à grossir, etc., ben là, on recommande de switcher à une autre plateforme. Avec les infolettes, on peut aussi faire du SMS marketing. Oui. Tu as entendu parler un petit peu? Oui. OK, ça fait pas très longtemps. En fait, ça fait pas très longtemps que c'est légal au Canada, mais donc avec MailChimp, avec Klaviyo, on peut faire le SMS marketing, donc de parler à notre audience en message texte, donc qui est annexé avec une plateforme d'infolette. Donc, on a le profil de la personne dans l'infolette, puis on a son profil aussi en tant qu'utilisateur SMS. Donc, ça aussi, c'est un outil très puissant qu'on pourrait tester. Oui, vraiment fait. Cool. Ouais. C'est des belles outils, ouais. C'est...
Je pense que ça va aider quand même pas mal de gens à se lancer. 100%. Puis Oui. nous, on va vérifier aussi nos stats à partir de maintenant. Ben oui, Tu sais, je les vraiment. regardais pas, j'étais comme, bon, c'est pas très pertinent, mais je pense que de les regarder, ça peut juste être très utile, puis voir si on fait les choses bien ou... Puis s'inspirer des meilleurs aussi, des meilleures infolettes. Là. Oui, ben oui, vraiment, tu sais, justement des infolettes que vous aimez, que ne serait-ce que le visuel ou le contenu, etc. Ben, tu sais, après ça peut donner des idées pour adapter à votre business à vous. Là. Absolument. Voilà. Merci les filles. Merci, Merci beaucoup. à vous. À bientôt. Bonjour mesdames et messieurs, troisième podcast avec Reggie qui risque d'être un petit peu plus court aujourd'hui. Dans le fond, on va répondre aux questions. On avait promis à nos auditeurs de leur répondre aux questions qui étaient rentrées. Donc notre but, c'est toujours de donner un très bon service. Vraiment, notre but, c'est de démocratiser les finances, d'aider les gens dans leur prise de décision, aussi de leur donner des pistes de solutions. Et Réginald, qui est donc CPA, auditeur, MBA, fiscaliste. Pas auditeur. T'es plus auditeur? Je suis pas auditeur. Non. CPA. Je suis un simple CPA, mais je ne suis pas auditeur. Ah, je croyais que tu avais fait ton CPA, CA. Oui, sauf que quand après ça, ils ont changé dans l'ordre, a mis CPA et maintenant CPA auditeur, mais il faut faire des cours additionnels. Faut faire une mise à jour en audit pour maintenir son titre d'auditeur. Mais étant donné que je fais de la fiscalité et que j'ai autant envie de faire de l'audit que t'as envie de faire quelque chose qui ne te plaît pas. Okay. Fait que j'ai cessé de... Je ne suis pas auditeur, simple CPA. Okay. Et donc, pour répondre aux questions, on avait quelques questions. Je vais te laisser y répondre, Reg. Oui, mais j'ai regardé la dernière fois que je suis venu, j'avais envoyé une petite story, puis j'avais dit aux gens qui pouvaient me questionner pendant que j'allais être sur place. Puis bref, je vais quand même répondre à ces questions-là. Donc, j'ai ici la première question de Monsieur Mathieu Davio, qui se dit entrepreneur et investisseur d'expérience. Il nous demande, qu'est-ce qu'un CPA? Eh bien, Monsieur Davio, un CPA, c'est une personne qui est à la fois son titre pour devenir un comptable professionnel agréé. Donc, après le bac, il a fait un deuxième cycle et par la suite, il a fait l'examen de l'ordre, lequel il a réussi pour pouvoir officiellement s'appeler CPA. Donc, on vous remercie pour votre question et on espère que vous en avez plein d'autres de la sorte à nous envoyer. Merci, Mathieu. On peut continuer avec les autres questions. Oui, et les autres questions. Il y avait une question par rapport, tu voulais faire la différence là, que tu avais notée, moi je ne l'avais pas. Oui, autre question pertinente, heureusement, d'un autre auditeur. Celle-ci va comme suit. J'aimerais savoir si on peut avoir de l'information sur l'aspect fiscal du transfert, rachat ou vente d'entreprise, le reprenariat. Quels sont les impacts fiscaux à prendre en considération pour ce type d'opération? Je suis consciente que ma question n'est pas très précise, mais bon, s'il y a une façon de parler de fiscalité et de reprenariat avec Reggie, j'apprécierais grandement. Excellente question, chère auditrice. On pourrait faire, en fait, pour vous donner une petite idée, juste dans le cours à l'université, dans le cadre de la maîtrise du diplôme de deuxième cycle, on passe pratiquement 45 heures sur différents aspects, et même plus sur différents aspects des transactions d'achat-vente d'entreprise. On va essayer de résumer ça ici en quelques minutes. Mm-hmm. Première des choses, ce qui est super important lorsqu'on parle d'entreprise, c'est de comprendre qu'est-ce qu'une entreprise et comment est-ce qu'elle est exploitée. Donc, une entreprise, exploiter une entreprise, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. On peut soit l'exploiter à titre de travailleur autonome ou avec une société. Et ça, on en a parlé un petit peu quand j'exploite une entreprise comme travailleur autonome. L'entreprise, c'est moi. Alors, je suis responsable des dettes de l'entreprise et s'il y a quoi que ce soit, c'est ça, on peut me poursuivre personnellement. Et on peut aussi exploiter une entreprise. Là, je vais changer de crayon, celui-là me laisse tomber. On peut aussi exploiter une entreprise à travers une société. Donc, à ce moment-là, je détiens des parts dans une société qui exploite l'entreprise. Dans les deux cas, c'est la même entreprise. D'où pourquoi j'avais dit dans les premiers podcasts, une entreprise, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau de la société, les mêmes dépenses, on a le droit de les prendre.
faut que ça soit une dépense pour l'entreprise. Pour gagner un revenu. Pour gagner un revenu, oui. Fait que quand, la plupart du temps, on va entendre le mot société, compagnie qui était utilisé avant, maintenant on dit société. Lorsqu'on a une société, on va généralement dire qu'on est incorporé. Et lorsque on est une entreprise, un travailleur autonome, on est une entreprise enregistrée. Fait qu'il y a une distinction entre enregistré et incorporé. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce qui est important lorsqu'on parle de reprenariat? Premier élément, c'est de dire, bon, reprenariat, je me mets ici que je suis un acheteur. Je peux être soit un individu ou un individu qui a une société. Ouais, t'as Inc. pourrait racheter notre compagnie, on le voit souvent dans les fusions-acquisitions. Exact. Donc, le particulier peut acheter la société ou il peut acheter les actifs. Même chose, une société peut acheter les actions ou il peut acheter les actifs. Et ça, c'est super important. Les actions ou les actifs, de faire la distinction entre les deux. Une entreprise, c'est une activité dans le but de faire un profit. Si on pourrait en voler le débat philosophique, les entreprises, à quoi ça sert? Il ne faut jamais oublier que l'objectif d'une entreprise, c'est à but lucratif, c'est de faire de l'argent. Fait qu'une entreprise, on dit, elle fait des profits à côté, c'est son objectif. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont avec ça. Son objectif premier, c'est ça. Maintenant, l'entreprise, elle peut être exploitée au niveau individuel ou au niveau de la société. Lorsque je fais un reprenariat ou que j'achète une business, je peux acheter les actions ou les actifs. Les gens plus avancés vont dire « Ah, il y a des ventes hybrides qui existent. » Déjà en partant, depuis cette année, si vous avez vu l'arrêt Foy, qui est une autre jurisprudence très technique, les ventes hybrides, c'est pas très conseillé présentement. On va s'en tenir à ce que 99% des transactions sont. J'achète des actions ou j'achète des actifs. Et ici, il y a un dilemme entre ce que le vendeur veut et ce que l'acheteur veut. En tant qu'acheteur, si je veux acheter les actifs, si possible. Pourquoi? Parce que mes biens vont avoir une base fiscale, je vais pouvoir avoir des économies fiscales supérieures. Je fais ça de manière très simple. Juste vente d'actions, vente d'actifs, je passe 9 heures en classe là-dessus. Avec du monde qui ont tout le background avant. Là, j'y vais ici de manière très, très, très simple. Donc, c'est ça, je vais acheter les actifs parce qu'au niveau fiscal, c'est généralement plus avantageux et légalement, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé dans la société. C'est-à-dire, la personne n'a pas payé... elle a des dettes ou elle a des choses... Elle a des dettes, elle a une vérification fiscale, elle a fait une réorg agressive, quelqu'un la poursuit, etc. Elle poursuit la société. Moi, je ne veux pas acheter ça. Moi, je veux acheter des actifs. Donc, toi, tu ne veux pas acheter la coquille, tu veux acheter ce qu'il y a dans la coquille. Les biens, exactement. Je ne veux pas acheter la coquille, Merci. Ce qu'il y avait. Excellente question. Ça change de ce qu'on a vu. Ça change des premières questions qu'on a eues. Oui. Et deuxième, ça, fait que je vais acheter les actifs parce que c'est plus avantageux. Ça te libère de tous c'est ça, ça te libère du passé légal, les liens. Et je peux prendre uniquement les actifs que je veux là-dedans. Okay. Le vendeur, lui, va vouloir vendre les actions plutôt que les actifs. Pourquoi? Parce que s'il vend les actifs, l'argent est ici. Fait que pour sortir l'argent, salaire ou dividende, il risque d'être imposé. Versus s'il vend les actions. La déduction en gain en capital. Il y a la déduction pour gain en capital. Il va pouvoir encaisser à peu près un gain, aller jusqu'à 900 000, 1 million, ça augmente à chaque année, avec un impôt minimum de remplacement. Il n'y a pas zéro impôt. Il y a un impôt minimum de remplacement qui s'applique, qui peut être remboursable, mais il y a quand même un impôt minimum qui s'applique, puis qui... C'est ça. Fait que j'arrive ici. Fait que lui, il veut vendre ça parce qu'il peut aller chercher sa déduction pour gain en capital. S'il y a une fiducie, il peut multiplier la déduction pour gain en capital. Et c'est simple, tu vends juste les actions. Fait que tout ce qu'il y a dedans, tu n'as pas à te casser la tête, tu vends tout ça. Fait qu'il y a une dualité entre les deux. Et c'est là que va être la négociation, à savoir est-ce que j'achète les actions, est-ce que j'achète les actifs. Maintenant, c'est du cas par cas. Est-ce que des fois, l'acheteur peut vouloir acheter les actions? Oui. Est-ce que des fois, le vendeur veut vouloir vendre les actifs? Oui. Ça arrive. Ça va dépendre de chaque situation. Généralement, le prix va être plus élevé pour la vente d'actifs que pour la vente d'actions. Parce que justement, j'ai pas l'économie d'impôt, puis j'ai le risque, et lui a l'avantage d'avoir sa DGC. Donc, on va négocier pour baisser le prix. Si je prends un exemple, admettons, j'ai une compagnie, puis je fais du déneigement l'hiver, par exemple. Okay? Ouais. Donc, j'ai des camions, des pelles, etc., donc la personne pourrait me racheter par exemple mes actifs là, donc des actions là, pourrait me racheter donc
tout mon matériel comme mes tracteurs, etc. et ma liste de clients. Par exemple. Puis il me laisse la compagnie, donc Et tu te ramasses avec une société de gestion, tu vas avoir du cash là-dedans. Un des avantages de vendre les actifs, ça peut être quelqu'un qui a déjà utilisé sa déduction pour gain en capital, fait qu'il n'en a plus besoin. La société elle a des attributs fiscaux, soit des pertes accumulées, ou il y a de l'argent personnellement, il n'a pas besoin de ça, fait qu'il veut utiliser ça comme société de gestion pour faire des placements ou acheter d'autres choses par après. Puis toi, en tant qu'acheteur, admettons, moi j'ai ma compagnie de déneigement, puis toi tu veux m'acheter mes tracteurs, etc. Tu n'as pas besoin de faire non plus une grosse vérification diligente s'il y a eu des liens dans le passé, etc. Puisque tu achètes juste mes actifs. Si j'achète les actifs, généralement, la vérification diligente est beaucoup plus facile, oui, parce que je sélectionne les actifs que je veux. Okay. Versus acheter les actions, il va y avoir une vérification diligente. Je vais demander les déclarations de revenus, les états de taxes, les avis de cotisation, les réorganisations fiscales, tout le pataclan. Okay. Ça, c'est juste la vérification diligente fiscale. Tu as une autre vérification diligente comptable. Tu vas en avoir une autre légale. Normalement, les steps d'une transaction, puis là, bon, tout dépendant de la grosseur, première chose, tu vas envoyer une lettre d'intention. Un LOI qu'on appelle. Fait que letter of intention, lettre d'intention. Et tu vas dire, j'ai l'intention d'acheter, j'aimerais acheter ou je désire acheter l'entreprise. Tu peux soit dire les actions ou les actifs. Pas nécessairement obligé de mettre un prix, mais généralement, on va mettre un bullet, mais on va mettre sous condition de. À condition de voir les états financiers, de voir les déclarations de revenus. Tu mets pas ta liste tout de suite, mais tu dis conditionnel à la satisfaction d'avoir vu les renseignements financiers fiscaux et en fait, à l'obtention du financement. Diligente. À la suite de la vérification diligente, voici les dates. Là, tu as la vérification diligente, là, tu vas avoir le contrat d'achat d'actions et là, il va y avoir les back and forth entre les deux parce que tu vas mettre des représentations et garanties. Si tu achètes les actions, mais tu vas venir mettre que le vendeur est responsable des passifs avant l'acquisition, tu mets-tu un seuil, etc. Bref, là, c'est Bullet Park. Je me souviens quand j'étais en pratique, un Bullet Park qu'on disait à nos clients, le prix de la transaction prévoit 10% en honoraires. Transaction de 10 millions prévoit 1 million. C'est sûr, une transaction de 100 000 prévoit un peu plus que 10 000. Mais sauf qu'encore là, ça va être moins. Ça sera pas 1 million. Là. Fait que, parce que ça reste que plus que ta business est grosse, plus qu'il va y avoir du travail, puis plus que tout le monde va être impliqué. Tu vas avoir le fiscaliste, le comptable, l'avocat. D'un bord, fiscaliste, comptable, avocat, de l'autre bord. Ça se parle, ça s'envoie des documents, ça fait des rapports de due diligence, ça examine les déclarations de revenus, etc. Ça pose des questions. Y a-tu eu des réorgs? Y a-tu ici? Fait que reprenariat, élément à faire, élément à bien distinguer pour répondre rapidement à l'auditrice. Vente d'actions ou achat d'actions ou achat d'actifs, lequel des deux je veux. Et mon financement va être où? Généralement, on va créer une société et on va demander que le financement soit dans la société. La société va acheter soit les actifs ou soit l'autre société et on va les regrouper ensemble. C'est ce qu'on appelle un leverage buyout. Ça, on pourra en reparler à un autre moment. Pourquoi on fait ça? Mais c'est pour des raisons fiscales, pour la déductibilité des intérêts, pour optimiser la déduction des intérêts et le paiement, en fait. Fait que... c'est ça. Fait qu'on on en est là. Fait que c'est ça. Fait que reprenariat, achat d'actions, achat d'actifs. Beaucoup de choses à faire, chère auditrice. Puis, c'est ça. Fait que ça peut être... il y a beaucoup d'éléments à considérer. Il y a beaucoup de cas par cas. Mais le plus général, lui veut les actifs, lui veut vendre les actions. Il faut qu'on s'entende. Souvent, les gens vont acheter les actions ou les actifs dans ton expérience? Actions. Ça va dépendre de la nature de la business, mais souvent, ça va être les actions plus simples. Parce que faire l'inventaire des actifs, ça peut être long. Puis commencer à dire quel actif qu'on veut, puis etc., quel compte client. On parle, j'ai fait un épisode spécial sur le reprenariat, on en a eu plusieurs avec un prof d'université aussi, qui est Jimmy Boudreau. On a invité un autre que moi? C'est pas un fiscaliste, il a son bac en finance. Puis lui, il est chargé de cours pour justement le reprenariat, qui donne ça aux ingénieurs. Puis il nous avait expliqué un petit peu. On a eu aussi un avocat qui était venu qui parle aussi du reprenariat. Puis moi, j'ai fait quelques capsules. J'ai assisté au sommet du reprenariat au mois de février, je pense. C'était super intéressant. C'était avec la CETEC qui donnait ça. J'avais appris énormément de choses. C'était bien. Puis il parle du transfert de richesse qui va être énorme dans le reprenariat. C'est des milliards qui vont être aux États-Unis, aussi bien au Canada. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est un très bon plan pour quelqu'un qui a une job puis qui en a marre un petit peu puis qui
c'est qu'il y a un peu l'esprit entrepreneurial sans partir de zéro, parce que c'est top de partir de zéro. Oui. De dire, je rachète une business avec une liste de clients, ça peut être intéressant de connaître justement ça, active versus action. C'est quand même... Définitivement. Puis c'est l'élément qui est le plus, je pense, le plus compliqué des fois à comprendre pour les entrepreneurs. Puis j'ai souvent cette discussion-là, quelqu'un qui m'appelle, j'avais un client l'année passée qui m'appelle, Reggie, j'achète tel business, il y a un immeuble dedans. Qui t'achètes les actions ou les actifs? J'achète la business. Oui, mais les actions ou les actifs? Ah, je sais pas. OK, bon. Non, mais c'est l'objectif. Puis c'était pas on en parlait, puis Mathieu. Non, c'était pas Monsieur Davio. Mais puis c'est ayez pas peur de poser. Je fais un petit aparté, puis j'en reviens encore là sur l'épisode avec M. Talbot quand il disait les conseillers, puis tout le kit. Ayez pas peur de poser des questions à vos conseillers. Ça, c'est quelque chose souvent en pratique que je vois. Les gens n'osent pas poser des questions. Ils se font expliquer quelque chose. Exemple, la fiducie, la société de personnes, peu importe, là, ce qu'on vient de faire là. Et ils ne posent pas des questions, puis ils s'en vont en disant, parce qu'ils veulent pas ils ont peur d'avoir l'air épais de poser des questions. Oubliez pas que c'est vous qui allez le pogner avec votre structure. Posez des questions à votre professionnel si vous ne comprenez pas. Puis si votre professionnel s'impatiente puis qu'il veut pas vous expliquer, pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. C'est vous qui allez être pogné avec votre structure après. C'est vous qui allez avoir les conséquences si vous comprenez pas ce que vous faites. Posez des questions. Devenez pas un fiscaliste, là. Pas besoin d'aller faire la maîtrise en fiscalité ou quoi que ce soit, mais posez des questions. Hey, pourquoi je ferais ça? Je comprends pas. OK, explique-moi. Reformule, etc. C'est sa job de vous faire comprendre. Fait que, assurez-vous de comprendre. Pas se connaître par cœur ni rien. Comprendre puis d'être confortable avec ce qu'on vous offre. Parce que j'ai beau de faire la plus belle planification, la Cadillac de la planification. Je te dis qu'il y a une fiducie puis tu sais pas comment ça fonctionne, tu n'ouvres pas ton compte de banque puis tu passes pas par ta fiducie à chaque fois que tu fais un transfert de fonds ou quoi que ce soit, tu contamines ta structure. Fait qu'après ça, quand il y a un audit, on a eu Anthony Quévillon qui est un avocat, ceinture mauve de jiu-jitsu. Et tu fais-tu du jiu, toi? et il disait justement que quand tu es non incorporé, que tu as un holding, parce que ça aussi, c'était la mode des compagnies de gestion, tu sais, tu pouvais pas utiliser la DGC comme bon te semble, il y a toujours des exceptions, etc. Mais il parlait de ça. Ça, c'est des trucs qu'il disait souvent, tu le sais pas, puis tu dis, je vais me faire un holding pour sauver de l'argent, etc. Puis tu arrives pour faire ta déduction en gain capital, non, tout bad, tu peux pas. Tu sais, si on te l'a pas dit, tu peux pas le savoir. Anthony, j'ai présenté ça? Ouais. Devine qui lui a appris. Fais-tu du jiu-jitsu ou fiscaliste? Mais tu sais, je trouvais ça intéressant parce que on invite souvent un fiscaliste, mais il nous parle pas de ça, là. Donc j'ai trouvé ça intéressant quand Tony nous le dise. Mais voilà. Fait que ça c'est notamment pour. Il y avait une autre question qui dit que ça a un rapport avec l'investissement. Donc on y a déjà répondu sur des podcasts, mais la personne s'est ouvert un Inc. et voulait savoir comment ça fonctionne pour ouvrir de l'argent via ce Inc., donc l'argent qui dort dans son compte d'entreprise, parce que cet argent qui dort dans l'entreprise, il ne veut pas se le verser ni comme salaire ni en dividende. Donc, est-ce qu'il serait possible d'ouvrir un compte, par exemple Disney avec Desjardins, et investir comme dans des actions, donc avec l'argent de la compagnie, comme Molson, l'indice du S&P 500 ou d'autres, et sans devoir être pénalisé de prendre cet argent. Donc oui, les taxes ont déjà été payées et les impôts aussi dessus. Bonne question, en fait. Oui, il n'y a pas de problème parce que l'argent, puis je vais garder ce que j'ai ici. Donc, dans le fond, si j'ai bien compris la question de la personne, c'est que l'argent est dans la société et elle veut le placer. C'est ça, donc là, elle se dit, est-ce que je suis obligé de le sortir personnellement? Auquel cas, je vais devoir payer de l'impôt sur un salaire ou un dividende. Vous pouvez faire des placements par votre société. Exact. Et on en parlait dans un autre podcast, la détention de biens immobiliers, genre c'est mieux personnel. Mais encore là, si tout votre argent est déjà dans votre société, ça peut être un facteur qui va faire en sorte que je vais préférer investir à travers ma société pour pas sortir le cash. Pas sa maison principale, pas sa résidence principale. On parle vraiment d'immobilier locatif. Fait que ça pourrait être une des raisons pour pas avoir à payer l'impôt tout de suite. Puis il suffirait simplement de contacter votre banque ou d'ouvrir, ou si vous êtes plus c'est quoi? Do it yourself, DIU. Ouais, un investisseur autonome, dans le fond. Oh, ouais,
DIY, c'est ça. Do it yourself. Fait que ça, si vous êtes plus de ce type-là, ben, ouvrez votre compte Disnat ou peu importe le compte quelconque. Ça va être un compte non enregistré où il n'y aura aucun avantage fiscal. C'est ça, ça va être un compte non enregistré. Fait que vous allez vous imposer sur les rendements que vous allez faire et sur les gains que vous allez faire. Même chose, vous allez pouvoir déduire les pertes en capital contre les gains en capital que vous allez réaliser. C'est ça. Sauf que oui, vous pouvez l'ouvrir à travers votre société, il n'y a pas de problème. Parfait. Les autres questions, t'en avais que tu voulais aborder, Red? Je crois que oui, ben, je vais faire quelqu'un qui a posé la question, la maîtrise en fiscalité en vaut-elle la peine? Non. Ceci ne vient pas de moi. Oui, définitivement. Ben, en fait, ça dépend c'est quoi vos intentions. Vous êtes retraité, vous avez un peu de temps, puis vous voulez vous améliorer sur la fiscalité. Vous êtes le bienvenu. Ça prend quand même des préalables avant d'aller faire sa maîtrise en fiscalité, que ce soit comptable, avocat, économiste ou un background en finance ou un background au moins en comptabilité ou en droit. Donc, si vous avez fait aucune de ces matières-là, ça peut être assez difficile de rentrer en fiscalité. Il va falloir que vous pédaliez. Si vous êtes accepté, il faut pédaler un petit peu plus au début. Par contre, définitivement, et là, je vais être très nerd dans ce que je dis, j'enseigne à l'ESG-UQAM. Je n'ai pas la prétention de dire que notre programme est meilleur que tous les autres. Chaque programme universitaire de deuxième cycle en fiscalité, il est offert à HEC, à Sherbrooke, à ESG-UQAM. Je crois qu'ils sont tous excellents. En fonction d'où est-ce que vous habitez, quelles sont vos intentions, etc. Chaque programme a ses petites particularités. Allez voir les cursus, allez voir comment est-ce que c'est décrit, les cours, etc. Mais sensiblement, à la fin, au bout de la ligne, on enseigne toute la même affaire qui est de la fiscalité et c'est l'étudiant qui fait en sorte s'il y a un beau moment à la maîtrise ou non. C'est lui qui décide s'il fait le strict minimum ou si il décide de s'investir davantage, de lire davantage, de profiter d'accès à des professeurs dévoués. Toutes les universités, j'ai fait ma maîtrise à Sherbrooke, je connais des professeurs au HEC, c'est tout du monde qui sont vraiment passionnés puis qui aiment ça puis qui veulent aider leurs étudiants. Donc, c'est ça que je dis à mes étudiants, profitez-en pendant que vous êtes à la maîtrise parce que quand vous allez être en pratique puis que vous allez chercher 400, 500, 600 pièces de l'heure, vous n'aurez pas le temps de lire une jurisprudence pour le plaisir. Ça fait bizarre de dire ça, de la fiscalité pour le plaisir, mais quand vous êtes rendu au deuxième cycle en fiscalité, normalement, vous avez un intérêt. Tu te rends pas là... puis on pourra faire un épisode intéressant sur les commentaires que j'ai des fois des certains étudiants pendant mes évaluations, c'est de toute beauté. Fait que tu sais, ça prend un intérêt. Mais définitivement, ça vaut la peine si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est quoi après que tu peux faire en tant que fiscaliste? Tu vas travailler en entreprise, en cabinet? Ou... Ça va être en cabinet généralement, tout dépendant du background. Si c'est juridique, ça va plus être cabinet. Ça peut être cabinet d'avocat ou cabinet comptable. Si c'est un background comptable, ça va être surtout un cabinet comptable. Ça peut être en entreprise. Il y a peu de fiscalistes en entreprise. Et là, c'est sûr que les entreprises, les SNC Lavalin, Bombardier, etc., oui, eux autres vont avoir plein de fiscalistes à l'interne. Mais sinon, les fiscalistes, généralement, ce qu'ils aiment faire, c'est de la réorganisation fiscale. Donc, vente d'actions, vente d'actifs, des deals, puis tout le kit, c'est ça qui nous fait carburer. Faire des déclarations de revenus de société, c'est un mal nécessaire. On va dire ça de même. Il y en a qui trippent à faire des provisions d'impôts. Tant mieux pour eux, puis ils peuvent demander la totale en salaire parce que personne ne veut faire ça. Personnellement, je trouve ça plate. Désolé, chers confrères, consoeurs qui font ça. Je trouve ça plate, mais tant mieux pour vous. Je ne suis pas une compétition pour vous. Les cabinets, en ce moment, ont de la misère à trouver des gens qui veulent faire des provisions d'impôts, devenir spécialistes là-dedans. Donc, c'est ça. Fait que provision d'impôts, réorganisation fiscale. Si vous êtes un background droit, vous pouvez aller faire du litige fiscal. Vous pouvez être en entreprise, aider les entreprises. Il y en a, dans mes étudiants, il y en a qui travaillent dans des banques. Fait qu'ils sont venus faire le deuxième cycle, ils ont commencé ça pendant la pandémie pour mieux comprendre ce que leurs clients faisaient. Donc, je connais plusieurs fiscalistes qui sont au niveau bancaire. Il y en a d'autres qui sont directeurs de compte en finance, qui comprennent les réorganisations, que ce soit à BDC ou dans les banques encore. Fait que banque, cabinet d'avocat, cabinet comptable, c'est généralement ça. En entreprise, un peu plus, sinon au gouvernement, auditeur. En ce moment, Revenu Canada, Revenu Québec, je cherche des employés, je cherche des vérificateurs. Fait que c'est ça. Si jamais ça vous intéresse d'être auditeur. Non, c'est cool. Fait que c'est généralement ça va être ça les débouchés. Parfait. Il y avait eu comme question la dernière fois l'impôt sur le revenu fractionné. Ouais. Qu'est-ce que c'est? On va dire qu'est-ce qui se faisait avant, puis depuis 2017, ils sont venus un peu contrecarrer ça. Il y avait des mécontents. Il y avait, c'est parce que les gens trouvaient que c'était favorable aux entrepreneurs.
On va se le dire, là, clairement. Avant. C'était Ouais, favorable aux entrepreneurs. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ben, Moi, je pense que c'est plus fair, personnellement. Maintenant ou avant? Maintenant. Intéressant. Pas toi? C'est pas ce que j'ai dit. C'est un épisode court qu'on a dit. Ah, c'est vrai. Fait que, qu'est-ce qui arrivait? C'est que, par exemple, on avait... C'est de la gauche. On avait... Ah, t'es ambidextre. Je suis pas sûr que c'est treste. D'après moi, c'est ambidextre. Hein? T'as dit ambidextre. Il y a pas de... il y a- Ambidextre? Je pense pas qu'il y a un R. Ah, Ambidex. Ouais, moi aussi, je pense. Il y a un R. bah oui. Il y a un R. Bon, ben, tu vois, c'est pour ça que je reste en fiscalité. Donc, ce qu'on avait, c'était le parent qui était actionnaire et il mettait, exemple, ses enfants majeurs. Je précise, enfants majeurs. Et puis on voit ça aussi aux États-Unis, souvent, là, les clips là, que je vois là, aux États-Unis, le monde qui dit comment je verse un salaire, je verse des dividendes à mes enfants, comme ça, ça couvre leur affaire puis tout. En fait, c'était ça le fractionnement de revenus. Fait qu'il mettait... Mais tu peux le faire avec ton époux aussi. Il mettait conjoint enfant C'est ça. ici. L'affaire, c'est que les enfants étaient majeurs, ou la conjointe, évidemment, était majeure, mais ils ne travaillaient pas dans la business. Fait que ce qu'ils faisaient, on sait qu'au Canada, au Québec, on a un impôt progressif. Donc, plus que je fais de l'argent, plus que je paye de l'impôt. Donc, pour éviter ça, au lieu que le parent, madame ou monsieur, fasse 300 000, ben, ce qu'il faisait, il faisait 100 000, il donnait 100 000, puis il va donner 100 000. Fait que les 3 fois 100 000, on payait moins d'impôts globalement que Parce si que nos une déclarations personne- d'impôts sont faites individuellement. non, Exact. Fait Et que toi, ça tu trouves pas ça fair Fait- qu'ils l'ont enlevé? C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'explique. C'est ce que On t'as peut expliquer insinué. en premier. Ah ouais? Bon. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, c'est ça. Fait qu'on faisait du fractionnement de revenus. Là, tu vas prendre le clip, là, tu vas couper ça pour que j'aie l'air d'un capitaliste à côté. Mais moi, je suis capitaliste. Je pense que j'aime l'argent, etc. Puis pour moi, je suis aussi pour la méritocratie. Si tu travailles, tu dois faire un bon revenu. Mais il y a des règles fiscales qui étaient justement... Je veux dire que tes enfants et ta compagne ou ton conjoint ne travaillent pas dans la compagnie. Mhm. Moi, Trudeau, je n'ai jamais voté Trudeau. Je ne voterai probablement jamais Trudeau. Ce n'est pas mes allégeances politiques. Par contre, ça, j'ai trouvé que cette loi-là avait beaucoup de sens. Elle n'est pas dénuée de sens. C'est quel était l'objectif derrière la loi et est-ce que la loi a comblé cet objectif-là? Et là, je suis très juridique, je laisse la morale de côté. Parce qu'en fiscalité, il n'y a pas de moralité. C'est des faits, dans le fond. En fait, la loi de l'impôt, elle s'applique peu importe ce que tu fais. Et par exemple, est-ce que c'est légal ou non? Est-ce que c'est moral ou non? La loi de l'impôt, à aucun endroit dit pour que ce soit imposé, il faut que ce soit moral et légal ou quoi que ce soit. Elle a une moralité dans le sens qu'il faut une équité fiscale entre les contribuables, il faut une prévisibilité, une certitude. Il y a plusieurs politiques fiscales qui doivent être respectées lorsqu'on adopte une mesure. Mais en tant que tel, l'exemple classique, ça avait fait les nouvelles, quelqu'un qui vend de la drogue ou quelqu'un qui est proxénète, c'est plate ce que je vais dire là, je parle de manière froide, il doit payer de l'impôt. Ben, c'est pas plate, il faut qu'il paye de l'impôt. Mais certaines personnes qui vont dire, ces personnes-là, de la manière qu'ils en passent, exemple, là, demain matin, là, t'apprends que t'es le comptable de quelqu'un qui est dans gang de rue ou du crime organisé. On dit, check le comptable, tu croches, etc. La personne doit payer de l'impôt. Il faut qu'elle fasse ses déclarations de revenus pareil. Il faut que quelqu'un les fasse. T'aimerais mieux quoi? Qu'aucun comptable s'occupe d'eux autres puis qu'ils payent jamais d'impôt? Penses-tu qu'ils payent leur impôt? Ben, j'en ai pas comme client, fait que je pourrais pas te le dire. Là. Mais quand c'est ça. Quand t'es dans ce secteur d'illégalité-là, je sais pas, puis que tu fais du cash, à quel point tu vas dire, tiens, je vais aller donner mon dû à la société. Ah, ben, exactement. Fait que si tu payes pas des impôts, je pense que tu devrais te faire poursuivre et tu devrais payer tes impôts. Ouais, moi aussi. Tu sais, c'est définitivement encore là, sauf qu'après ça, il faut que tu trouves un comptable qui veut les faire. Mais là, si je reviens à ça ici, leur but premier, c'était quoi? Parce que tu avais l'air de... C'est ça. Ça, on va revenir à quelle était la politique derrière ça. Fait que ce qu'ils faisaient, c'était du fractionnement de revenus. Fait que là, ils envoyaient des surtout pour l'école, puis etc., aux enfants, puis à la conjointe. Conjoint. Maintenant, ce qui arrive, c'est que tu peux encore le faire. C'est juste que les dividendes que tu vas envoyer à enfants, conjointe, vont être imposés au taux maximum. Fait que tu n'as plus d'avantage de fractionner le revenu puis d'avoir l'échelle progressive. Le maximum étant, c'est-tu le Le dividende, c'est entre 40 et 49 %. Avec le minimum, c'est 22.
Tu dis Non, ben, le minimum, ben, en fait, c'est que tu as les paliers d'imposition qui commencent à 15, puis là, tu as les crédits, puis etc. Mais bref, tout ça pour dire, le taux maximum sur un salaire, c'est 53 %. Sur un dividende, c'est 40 ou 49 %, tout dépendant de la nature du dividende. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux encore le renvoyer. C'est juste qu'au lieu d'avoir le palier progressif, ils commencent, même si c'est juste 10 000 $, c'est directement à 40-49 %. Parce qu'avant, justement, on reprend l'exemple, mettons, on va dire à 200 000, qui est 200 000 que la personne fait. Il donnait, au lieu de payer 200 000, puis de payer ses impôts là-dessus, il donnait, admettons, 50 000 à l'enfant. Donc, l'enfant payait sur 50 000 de... Puis lui, il y avait un 50 000 de moins, donc au lieu de 200, il était à 150 000. Puis il donnait un autre 50 000 à sa conjointe ou à son conjoint. Donc, lui, son revenu imposable, c'est 100 000, puis les deux, c'est 50 000. Fait qu'il y avait une économie d'impôt assez substantielle, assez importante. Fait que maintenant, ce qui arrive, c'est que l'enfant, conjointe sont imposés au taux maximum. Donc, ça change. C'est ça les nouvelles. Fait que là, dans le fond, que tu te laisses, ça peut même être pire parce que si toi, tu avais entre 100 et 200, eux sont au taux maximum. Fait qu'à 200, tu n'aurais même pas été au taux maximum. Donc, toi, tu es mieux à moins que tu fasses 250 000 et plus qu'on avait dit pour les taux d'impôt. C'est ça. Fait que tu peux encore le faire, mais ils vont être au taux maximum. Fait que c'est pas avantageux. Et ça, c'est vraiment à checker. Et le seul moyen d'encore profiter des taux progressifs, il faut que... Il y a plusieurs exceptions, mais elles ne sont pas faciles à rentrer dedans. Mais la plus simple, il faut que l'enfant ou le conjoint travaille dans l'entreprise un minimum d'heures en moyenne toute l'année. Parce qu'en France, il y avait eu ces histoires-là. Mettons, un ministre, il y avait 2 ou 3 personnes à temps plein qui payaient... C'est pas du fractionnement de revenus, là, mais lui, il y avait des allocations pour payer des salaires s'il y avait quelqu'un. Donc, il disait que sa femme travaillait, que son enfant travaillait, mais il ne travaillait pas. Mais il y avait le droit de donner, tu sais, mettons, lui, il fait un certain salaire, puis tu as le droit d'embaucher une adjointe, puis tu as le droit d'embaucher une autre whatever. Donc, lui, il payait sa femme, puis son fils, si ma mémoire est bonne, mais il ne travaillait pas pour la business. Le salaire, là, ici, on parle de dividendes. Ouais. En termes de salaire, c'est pas nouveau depuis 2017. Ça a toujours été, ton salaire, c'est une dépense. Fait que ta règle de base, qu'il faut que ce soit un but de gagner un revenu, est là. Ouais. Fait que quelqu'un qui reçoit un salaire, mais qui travaille pas pour la business, double imposition. Le salaire est imposable, non déductible. Fait que tu as une double imposition. Fait que le salaire, il faut qu'il soit raisonnable. Parce que même si tu dis, OK, elle va travailler, OK, elle est réceptionniste, tu la payes 200 000 par année. Hell no, tu paierais 200 000 une autre réceptionniste. Et ça doit être, tu dois supporter le travail. Donc, est-ce que tu as une description de tâche? Est-ce qu'il y a une feuille de temps? Est-ce qu'on est capable de prouver qu'elle était sur place, qu'elle travaillait? Y a-tu quelque chose qui montre? Fait que juste dire, il travaille, elle travaille, l'auditeur fiscal va pas vous laisser aller comme ça. Là. Tant mieux. C'est ça. Puis ils vont être. Puis le fait que ce soit quelqu'un de proche de toi, quelqu'un de lié qu'on appelle, enfant, conjoint et conjointe, ils vont double checker, être sûr que tu n'es pas en train d'essayer de faire une passe-passe fiscale quand c'est un salaire. Puis quand c'est un dividende, ben là, on est venu avec le minimum ou tu as une autre exception s'il y a des actions, etc. Fait que bref, tu as plusieurs éléments maintenant. Fait que c'est ça. Fait que l'impôt sur revenu fractionné, c'était ça. Puis depuis 2017, ben. Tu peux plus le faire. Et c'était quoi la règle, la base que tu me disais, la politique en arrière de ça? Pourquoi ils ont fait ça? C'est peu de l'évitement fiscal finalement. C'était une réduction fiscale. En fait, ce qui arrivait, c'est que ce qu'ils voulaient viser surtout, c'est-tu pour l'impôt sur le revenu fractionné? De mémoire, ces règles-là avaient été mises en place parce que qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, c'était les professionnels qui s'incorporaient puis qui sauvaient de l'impôt, puis etc. Okay. Alors que, puis justement, qui faisaient du fractionnement. Fait que, tu sais, l'objectif a été atteint, mais ça vise, exemple, tu mets quelqu'un qui a une entreprise active qui fabrique des tables, j'utilise toujours cet exemple-là, va aussi être visé maintenant, alors qu'initialement, on visait peut-être plus les médecins, les comptables, les avocats qui s'incorporaient et qui bénéficiaient de la DPE, de la déduction de petites entreprises, etc. Fait que maintenant, est-ce que c'est moral ou non? Ça, c'est une autre question que je ne répondrai pas. Je ne dis pas que je compte. Je comprends très bien la mesure. Je l'aurais fait différemment. C'est tout. Si demain matin, tu me donnais le pouvoir ultime des finances, etc., je l'aurais fait différemment. J'aurais targeté davantage plus les... Puis là, je ne vais pas me faire aider de mes confrères, consoeurs professionnels, mais j'aurais targeté davantage plus peut-être les médecins, comptables, avocats, etc. Moi-même, j'aurais plus targeté eux que viser tout le monde. Fait que c'est juste ça, c'est fait différemment. Mais je comprends la mesure. Puis c'est est extrêmement complexe, puis amène aussi maintenant, surtout quand ils l'ont sorti, ils l'ont modifié par la suite, c'est que ça menait à des situations qui étaient légitimes,
que finalement l'impôt s'appliquait pareil. L'IRF qu'on appelle l'impôt sur revenu fractionné s'appliquait pareil, alors que c'était pas les situations qu'on visait initialement. Parce qu'il l'avait fait trop large. Ce que je peux comprendre, pour avoir eu, admettons, mon père, il a travaillé énormément, il ne se serait pas rendu là si ma mère n'avait pas été là, donc à garder les enfants, etc. Il y a cet aspect-là. Donc, ça qui est un autre aspect de dire, écoute, il y a un choix qui est fait parce que les entrepreneurs, tout ce qu'on voit à TV, c'est ceux qui ont réussi, qui sont millionnaires, etc., puis qui ont de l'air de pas travailler. Maintenant, est-ce qu'ils travaillent vraiment, puis tout? En background, le TikTok de 5 de 30 secondes ou une minute que tu vois, tu sais, ils ont travaillé comme des chiens puis tout le kit. Il y a personne là qui a réussi, sauf si ton père est riche ou quoi que ce soit. Mais sinon, si ton père te donne une coupe de 1 million pour starter ta vie, ça t'aide. Mais encore là, faut que tu travailles pour le faire. C'est Trump qui avait dit ça, tu sais, my father gave me a small loan of $1 million. Ok, cool. Écoute, c'était pas pire, c'est pas pire. Ouais, c'est un petit prêt. Il y en a qui ont juste une tape dans le dos en disant t'es capable, mon homme ou ma femme. Là. Fait que, oui, tu sais, un entrepreneur qui est dans sa business, la majorité des entrepreneurs font des heures innombrables. Et là, oui, il y a quelques exceptions, tant mieux qu'ils réussissent, qu'ils font rien. Puis là, je ne connais pas personnellement. Peut-être que tu en connais. Il y en a qui vont dire que OnlyFans, c'est pas une vraie business. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Est-ce que les acteurs, actrices, ce sont des vrais business? Ils travaillent quand même. On a reçu Hélène. Ils travaillent, oui. Hélène Boudreau qui est venue ici, puis c'est ce qu'elle disait. Elle aime pas forcément ce qu'elle faisait, puis qu'elle a hâte de quitter ce milieu-là tellement c'est de la grosse job puis c'est que c'est pas le fun. Les gens sous-estiment des fois le travail. Là, je parle pas de ces personnes, je parle en général, les entrepreneurs. Faut que tu te fasses voir, faut que tu te démarques. On est quand même 7-8 milliards sur la Terre, faut que tu te démarques. Fait que c'est ça ici. Fait qu'est-ce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits par la famille ici pour que cette personne-là réussisse? Est-ce que cette personne-là est restée au foyer à cause qu'il fallait que l'autre personne réussisse? Fait qu'en gros, s'il y avait eu des salaires, ben lui aurait peut-être moins travaillé, puis elle aurait travaillé, il y aurait eu 2 salaires. Fait que, est-ce que ça se justifie de cette manière-là? Je ne dis pas que ça se justifie. Est-ce que ça pourrait se justifier grâce à ça? Est-ce que... tu sais, il y a plusieurs arguments qu'on peut dire, ben écoute, c'est lui qui assume tous les risques. C'est lui, tu sais, parce que l'argument qui sortait, c'est, ouais, mais le salarié peut pas faire ça. C'était ce qu'on sortait. On disait, le salarié peut pas. Il peut pas fractionner de même avec sa conjointe ou avec ses enfants. Il a son salaire, il a pas le choix. Ouais. Il prend pas les risques. Tout à fait. Moi, je suis arrivé de l'autre bord. Le salarié n'a pas non plus les risques. Le salarié n'a pas non plus la tâche que si jamais il plante ou il prend une mauvaise décision d'affaires ou quoi que ce soit, toutes les vies qu'il y a là, ils n'auront pas de salaire demain matin. C'est pas non plus le salarié qui va se faire appeler, qui va être dans les journaux s'il y a quoi que ce soit. C'est pas non plus... Il y a tout cet aspect-là, l'entrepreneur, qu'on laisse de côté, puis qu'on dit comment non, ça, là, ben, tous les risques, puis tout ce que tu prends comme risque, puis tu le quittes, là. Non, mais t'énerves pas, là. Non. Mais, mettons, je prends mon exemple. Je dis pas que je suis un entrepreneur à succès, même si mes affaires vont bien. Mais tu sais, si ma blonde n'avait pas été là, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Tu sais, c'est elle qui, en ce moment, qui garde ma petite. On est un vendredi. Où est-ce que je serais censé passer ma soirée avec elle? Ben, finalement, je suis avec Reggie P. Guillaume. Mais c'est quand même nice, c'est quand même cool. Mais évidemment, si ma blonde n'avait pas été là, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Puis bon nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, je sais pas si ça se dit entrepreneuses, mais c'est la même chose. Si leur conjoint n'avait pas été là, ça aurait été difficile. Par contre, moralement, éthiquement parlant, est-ce que je me serais vu verser un salaire à ma femme? C'est là que je le comprends, le fractionnement de revenus, que l'éthique, puis c'est vrai qu'un salarié ne pourrait pas le faire, mais je pense qu'on a d'autres en tant qu'entrepreneur, justement, de déduire tes dépenses, ce que tu peux faire dans ton entreprise, ça vaut de l'or aussi. Puis c'est toi qui l'as même dit sur un podcast, je cite, que le système fiscal québécois était quand même conçu, tu sais, il y avait beaucoup d'avantages. Favorise les entrepreneurs. Définitivement. Donc je me dis, avec ou sans le fractionnement de revenus, je pense que, en tout cas, c'était mon avis. Il y a les deux côtés de la médaille, puis je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'était peut-être un gros morceau là, pour des gens qui font justement des 3, 4, 500 000, là, d'aller donner une coupe de 1000 à leurs enfants et conjointes. Tu sais, je pense que, comme j'ai dit, je suis capitaliste, je suis pas le parti de dire faut que tout couper, faut le salaire universel, je suis pas là-dedans du tout. Mais je pense que chacun devrait payer quand même une juste part. Moi, ça me dérange pas de payer tant d'impôts, puisque justement, grâce au REER, grâce à ce genre de trucs-là, tu es capable quand même d'avoir certains avantages.
juste là qu'en ce moment t'es enregistré, j'aimerais que tu ne coupes pas ça en disant que ça lui dérange pas de payer autant d'impôts. C'est comme Des ça que t'as impôts. ça? OK. On va le couper. On va le couper au montage. Non, Ça va j'aimerais ça couper au montage. qu'on regarde ça. Non, Simon est content de payer des impôts. C'est fini, t'as plus d'abonnés. Mais Dérange pas. tu vas avoir un appel d'un certain parti politique qui vont dire on veut subventionner ton podcast? Subventionnez-moi, guys. Let's go. Effectivement, puis oui, il y a tout l'aspect, puis ça pourrait être un autre sujet, l'aspect moralité. Puis oui, je stand avec ce que je reste avec ce que j'ai dit. La loi fiscale favorise les entrepreneurs. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Je me prononce pas là-dessus. En fait, je peux me prononcer personnellement. Je pense que oui, parce que c'est les entrepreneurs qui font que ça marche bien. Est-ce que ça dénigre les employés? Pas du tout. Mais non, du tout. Puis c'est ça le problème, c'est que les gens pensent que si tu favorises les entrepreneurs, c'est à cause que tu dénigres les employés. Ça, c'est problématique. T'as besoin d'employés, t'as besoin... J'avais un de mes meilleurs amis que lui, l'entrepreneuriat, ça l'intéressait zéro. Là. Lui, il voulait avoir sa job de 8 à 5, pas se casser la tête, son chèque qui rentre à chaque 2 semaines. Locataire, ça ne tente pas d'avoir de l'immobilier. Puis ce qui est important, lui, c'est ce qu'il faisait à la fin de semaine, sa vie, puis tout, il voulait être libre de faire ce qu'il voulait, partir quand il voulait partir en vacances. Je l'admirais, c'est tant mieux. Puis c'est malheureusement, au Québec, on le voit là sur LinkedIn, partout, là. T'es locataire, tu payes pour ton propriétaire, ça n'a pas de sens. Tu te fais ramasser parce que t'es locataire, tu te fais ramasser parce que t'es employé. Wow! La vidéo qui te bat au niveau insulte, Reggie, je suis désolé, t'es deuxième. C'est la vidéo de François Lambert qui dit achète-toi pas de maison. Puis il dit que quand t'es un jeune de 20 ans, t'es mieux de la différence de ton loyer avec ton hypothèque de l'investir dans un indice boursier. Puis il se fait ramasser genre, hey, moi j'ai acheté ma maison à 300 000, etc. Puis il parle pas de ne pas avoir de maison pendant 70 ans, là, c'est pas ça qu'il dit. Il dit juste au début de ta vie, au lieu de te grinder pour ne rien mettre de côté, puis commencer ta vie à payer ta maison, puis là que tu as ta maison maintenant, tu n'investis rien parce que tu payes ta maison, c'était pas la bonne chose à faire. Puis maintenant, quand on voit les taux d'intérêt au prix qui sont rendus, ça fait peur, là. Ah oui. Tu sais, quelqu'un qui va renouveler son hypothèque, là, qui va reprendre un an, 3 ans, 5 ans, on le sait pas, ou qui est à variable. Moi, perso, je suis à variable. Tu le sens passer, là? Ah, pas payé, oui. Donc, tu sais, oui, tu payes 1000, 1500. Puis les gens aussi, c'est drôle parce qu'ils ont pris les deux exemples complètement extrêmes. Un locataire qui signe le prix actuel, donc un locataire qui cherche un appart maintenant, et eux, leur situation, je suis propriétaire depuis genre 15 ans. Donc, j'ai acheté ma maison pas cher à un bateau. Tu sais, ils ont compris les deux extrêmes pour faire ce qui les arrange. Ben oui. Mais reprends maintenant un taux d'intérêt à 5-6%, 7%, puis un locataire qui va payer 1500, 2000. Tu sais, Puis même un locataire qui est là depuis 15 ans. Puis un achat aujourd'hui avec un locataire qui est là depuis 15 ans. Tu vas te rendre compte que t'es bien mieux quand t'es locataire. Tu sais, moi, je vois ma mère, ça fait longtemps qu'elle est dans son appart. Elle paye, je pense, 600-700 pièces à Longueuil. Pourquoi elle achèterait une maison toute seule? J'ai une locataire, j'ai acheté un immeuble en 2020. J'en ai une qui est là depuis 10-15 ans. Elle est à la retraite puis tout. Puis écoute, elle a payé, je pense, 800$ pour un 4,5, super bien situé. Puis le gars, écoute, j'aimerais... je verrais cette option-là. J'irais en location. Ah oui. Moi-même, là, j'habiterais là sans problème. Là. Fait que c'est vraiment... Encore là, c'est ça. C'est dur. C'est très facile de jouer avec les chiffres puis de supporter ce qu'on veut supporter. Et même autre débat qu'il pourrait avoir, est-ce que ta maison, c'est un investissement? Pour moi, non. C'est intéressant. de l'épargne forcée. C'est de l'épargne forcée, ma maison. Écoute, quand je vois combien ça me coûte, est-ce que c'est un investissement? Non, clairement pas. Elle va prendre de la valeur, oui. Le marché immobilier a toujours pris de la valeur. Par contre, est-ce que c'est un investissement? Je ne pense pas, parce qu'il faut toujours te loger de toute façon, à moins que je suis un manuel de service, puis je rajoute un deuxième garage, ce qui n'est pas le cas. Mais sinon, je ne pense pas avec tous les intérêts que tu finis par payer en bout de ligne sur 20-25 ans, ne pas oublier qu'il y a une grosse partie de la population qui refinance leur maison. Dans les statistiques, si on regarde de 2019, beaucoup de personnes ont refinancé pour des, j'allais dire conneries, mais je ne le dirais pas. Mais je vais dire conneries quand même. Donc, est-ce que c'est un investissement quand tu regardes, tu sais, on parle d'entretien, on parle de réparation, on parle d'intérêt, on parle de taxes. Et oublie pas un principe de base, un investissement. Pour appeler quelque chose un investissement, ça te prend un rendement. Ouais. Et là, je parle pas d'un rendement d'une plus-value, là. Je parle d'un rendement, quelque chose qui te rapporte de l'argent. Combien d'argent te rapporte ta maison annuellement? À date, moins 50 000.
Donc, c'est ça. Fait que quand j'entends les gens se font dire, ma maison, c'est mon investissement, je dis, oui, mais mec, t'as revendre, là. T'sais, arrête pas de prendre la valeur. Mais mec, t'as revendre, va falloir que tu habites quelque part qui a aussi pris de la valeur. C'est ça. Tu n'auras pas le choix d'aller à plus petit si tu veux qu'il te reste de l'argent dans tes poches. Ma vision personnelle, c'est que la maison n'est pas un investissement. Elle peut te servir à investir. Exemple, tu refinances pour investir ou quoi que ce soit, quand le taux est intéressant. Oui, mais est-ce que c'est un investissement en soi? Encore là, ici, c'est très divisé. Il y a des gens qui vont pas être d'accord. Il y a des gens que ça va heurter leurs feelings, puis c'est correct. C'est que ça les confronte dans leur réalité de se dire, et merde, je pensais que c'était comme on a reçu les 2 CFA qui sont venus il y a quelques semaines, puis ils parlent justement du revenu à la retraite, etc. Puis il y a eu beaucoup de messages d'insultes aussi, d'ailleurs, désolé Marc-André et Corinne, parce que je pense que ils s'en sont pris pas mal dans la face sur nos différents réseaux, mais ils sont très factuels. Là, voici ce que le Québec donne, voici ce que le fédéral donne, puis voici en gros combien en moyenne les Québécois ont, pas si tu as cotisé le max, mais la moyenne de ce que les Québécois ont, puis ils se font complètement éclater, tu sais. Ça confronte les gens parce que les gens ils pensaient justement vivre la grosse vie sale jusqu'à leur retraite, d'avoir 45, 50, 55 ans, rien dans leur REER, rien dans leur CELI, pas d'investissement. Puis je suis correct que j'ai une maison. Tu vas trouver le temps. Donc. Oui, puis ta maison, tu penses qu'elle vaut cher, ça veut pas dire que l'acheteur va trouver qu'elle vaut cher. Tes souvenirs, malheureusement, ne valent rien pour un acheteur. J'ai fait ça. En plus, t'as fait tes rénaux toi-même. Moi, je veux qu'un électricien vienne regarder tes rénaux. Je veux qu'un plombier vienne regarder tes affaires. Fait que c'est ça. Puis je sais qu'il y avait une des questions qui disait, en contexte actuellement, les taux augmentent. Est-ce qu'on devrait conserver les dettes si on a des dettes qui sont des intérêts déductibles, etc. On avait parlé de ça à l'épisode 3. Encore là, ça revient, c'est une question de cash. C'est quoi ton taux d'intérêt versus tes rendements? Si tes rendements sont supérieurs à ton taux d'intérêt, ça vaut la peine de garder la dette. Si ton taux d'intérêt est supérieur à tes rendements, cancelle le projet. C'est vraiment une décision cash flow, puis tenir compte de l'impact fiscal qui vient avec. Puis, dernier élément très rapidement, l'exemption pour résidence principale. Je vais en parler très rapidement parce que on pourra parler de ça pendant une demi-heure, 1 heure. C'est une par couple. C'est sur une résidence principale, donc ça doit être qui doit être habité, normalement habité. Normalement habité, ça ne veut pas dire chaque semaine, quoi que ce soit. Aller au chalet quelques fois par année, ça suffit pour être normalement habité. Ça peut être une résidence qui est à l'extérieur du Canada. Donc, un condo en Floride peut se qualifier à l'exemption pour résidence principale. Par contre, consultez un fiscaliste. Parce que si vous avez une maison plus un condo en Floride, ça peut être avantageux de payer l'impôt sur le condo en Floride et de garder l'exemption sur la résidence principale. Parce que c'est une résidence principale par année. De la manière que ça fonctionne quand on réclame l'exemption, c'est qu'on doit désigner les années qu'on veut déclarer cette adresse-là comme résidence principale. Exemple, j'ai acheté ma maison en 2000, je la revends en 2020. Bien, sur le formulaire, ça va demander la date d'acquisition, 2020, la date de disposition, 2023. J'avais dit 2023. Et ça va demander les dates de désignation, les années de désignation. Fait que tu dis, ben moi, je veux exemple de 2000 à 2022. Parce que la formule, l'exemption est égale à 1 plus le nombre d'années de désignation divisé par le nombre d'années de détention. Fait que, en gros, rapidement, fait que la formule, c'est 1 plus le nombre d'années de désignation divisé par le nombre d'années de détention. Fait que si je l'ai détenu de 2000 à 2023, 2000 étant une année, fait que ça fait 24 ans, fait que je vais avoir 24. Et si je désigne les années 2000 à 2022, fait que ça va me donner 1 plus 23, fait que 24 divisé par 24, fait que mon gain va être exempté à 100%. Tandis que si, exemple, j'avais un chalet à partir de 2010... C'est pas pour ta résidence principale. Ouais. Oui, c'est comme ça qu'il a calculé l'exemption pour résidence principale. Oui, mais normalement, tu payes pas d'impôt sur la résidence principale. C'est ça. Fait que si tu choisis le nombre d'années, si tu désignes 23 ans, tu as 24 sur 24, fait que ton gain va être exempté à 100%. Et quand est-ce qu'il ne le serait pas? Si tu loues? Si, ça c'est un changement d'usage, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais si par exemple, tu as un chèque, là on dit justement, j'avais ma maison de 2000 à 2023 quand je la vends. C'est ça, je la vends, je paye pas d'impôt. C'est ça, mais là, ma résidence principale. Il faut que je calcule, parce que c'est par année de désignation que je paye pas d'impôt. Fait que si jamais je m'en viens ici,
j'ai un chalet. Le chalet, je l'ai acheté en 2010. Puis en 2023, je le dispose aussi. Fait que là, j'ai le choix, là. Ma maison, je peux l'exenter de 2000 à 2023. Mais j'ai aussi un chalet de 2010 à 2023. Peut-être que je préfère exempter le chalet puis exempter ma maison juste de 2000 à 2010. Okay. Parce qu'après ça, je vais choisir le chalet. Fait que si je prends de 2000 à 2010, par exemple, ça donne 11 ans. Fait que je vais dire 1 plus 11. Je désigne 12 ans. Je l'ai détenu 24. Fait que je prends mon gain fois 12 divisé par 24. Lui, ici, c'est pour lui, mais ça donne la moitié. Fait que la moitié de mon gain va être exempté. Okay. Fait que dans ma formule, quand je vais faire mes impôts, ça va être gain moins gain exempté que je viens de calculer ici. Fait que je vais juste payer de l'impôt sur la moitié. Là, j'aime pas ça parce que ça donne la moitié. Fait que ça va mélanger les gens de 50%. Là. Fait que je vais y aller avec... c'est 2015. Bon. Fait que je prends les années de 2000 à 2015 pour exempter. Fait que ça va me donner 16 ans. Fait que je vais exempter 17 24e. Fait que si je réalise un gain en capital sur la vente de ma résidence, puis avec ton set, tu peux calculer, je réalise un gain en capital de 350 000. Ouais. Là, 350 000 fois 17 divisé par 24. 350 000 fois 17, c'est 5 900 000. Divisé par 24. Divisé par 24. 247 000. 247 000. Fait que quand je vais faire mes impôts, je vais avoir un gain de 350, moins mon exemption. 247. Ouais, 247. Fait que je vais payer, fait que mon gain, 100 000, 103 000. 103 000. Puis là, vu que c'est un gain en capital, c'est inclus à 50%, fait que je vais payer de l'impôt sur 56 500 $. Fait qu'il y a juste une partie qui va être exemptée. Et mon chalet, je vais le désigner pour 2016 à 2023. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai pris L'année des 2000 à 2015. Fait que mon chalet, je vais prendre de 2016 à 2023. Mais vu que j'ai mon plus 1, je vais être correct parce que mon chalet, je vais l'avoir eu de 15 à 23, c'est 9 ans. Je vais désigner 16 à 23 qui est 8 ans, plus 1, fait que je vais être à 9 sur 9. Fait que mon chalet va être 100% exempté. Okay. Fait que comme ça, tu peux pas avoir l'exemption sur plus d'une résidence par année, par couple. Par personne ou par couple, tout dépendant si vous êtes célibataire ou en couple. Fait que c'est ça la vraie plus. Non, c'est pas ça, non. Alinéa 40, paragraphe 2. Article 40, paragraphe 2, alinéa B de la loi de l'impôt sur le revenu. Allez vous amuser à lire ça. C'est ce que ça dit. OK. Ça date de quand? Ça fait-tu longtemps, cette loi-là qui est passée? L'exemption pour résidence principale? Ouais. C'était depuis 1972 à peu près. Ben, depuis 81, c'est une par couple. OK. Avant, tu vas en avoir une par personne, fait que si tu avais un couple. Mais je sais pas quand est-ce exactement qu'elle a été instaurée. J'ai le feeling de dire 72 parce que c'est là que le gain en capital est devenu imposable. Fait que... c'est ça. Fait que c'est par année de détention tu vas venir désigner. Fait que c'est comme ça que le calcul se fait. Puis ça peut se faire, comme je disais, la résidence faut être résident canadien, fait qu'un non-résident ne peut pas réclamer l'exemption pour résidence principale. Et la résidence, par contre, la propriété peut être à l'extérieur du Canada, mais c'est pas nécessairement avantageux à cause du crédit d'impôt étranger qui est généralement perdu. Fait que... c'est parfait, ça explique bien. Oui, puis là, au moins ceux qui écoutent le podcast peuvent le mettre sur le repeat, parce que je sais que je parle vite vu que je vais finir ça. Non, c'était parfait. Honnêtement, je la connaissais pas, celle-là. Ça, c'est quand tu as une deuxième dans le fond. Ben, c'est quand tu as une deuxième, c'est que tu as un choix à faire. Maintenant, il y a une règle. Maison, si tu as juste eu une maison, c'est assez facile. Parce que c'est la seule maison, fait que tu vas prendre 100% des années de détention comme année de désignation. Mais quand tu as deux propriétés, c'est là que ça devient tricky. Et il y a une règle du pouce pour savoir laquelle des deux propriétés devrait avoir l'exemption par rapport à l'autre. Parce que ça dépend du gain, puis etc. Il y a une règle du pouce, mais je vais pas donner tous les trucs. Fait que je vais vous laisser consulter un comptable ou un fiscaliste pour savoir laquelle des deux devrait être privilégiée. C'est gentil de pas nous le dire. Non, je vais pas être méchant. La règle du pouce, c'est de calculer ton gain en capital par année. Tu prends celui qui a le gain en capital le plus élevé. Fait que ceux qui vont comprendre ça, ben ils ont maintenant le secret de
De faire de l'argent. La recette. Parfait. Et on va terminer ça là. Y avait-tu d'autres questions? Je pense pas, hein. Je pense que écoute. Je pense qu'on est bon. Si toi, t'en as d'autres, non. je vais regarder si. J'ai faim. Penses-tu que notre partenaire nous en a envoyé un autre? Je ne pense Notre ami? pas. Non. Comme moi, j'en ai pas eu sur Insta. J'en ai plus eu sur Insta, en tout cas. Non. Ça a l'air que j'ai répondu à savoir c'était quoi un CPA. Moi aussi. C'est parfait. Bon, merci, Reg. Guys, si vous avez d'autres questions, on leur fera fois prochaine. Merci, Guillaume, d'être joint à nous pour une sur première. ce podcast. Ouais. C'est pas la première, c'est la troisième. Rendu à la troisième, là, t'es un habitué. Là. C'est ça. Donc, merci, Reg. Puis, si on veut te retrouver, réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok. TikTok. Je suis pas rendu là. Non. Donc, J'attends toujours que tu me montres comment. Je vais te montrer après. C'est bon. Donc, merci, guys. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt.